J'explique souvent que selon moi, il y a 3 causes aux maladies. Il y a les carences nutritionnelles, il y a l'empoisonnement. Généralement, de nos jours, c'est plutôt empoisonnement chimique, surtout aux médicaments ou aux métaux lourds. Et la troisième raison des maladies, c'est le stress aigu ou le stress chronique. En médecine allopathique classique, la cause principale de la plupart des maladies, ça va être les infections bactériennes, virales, fongiques, etc. Pour moi, les infections ne sont que la conséquence d'une des 3 causes que j'ai citées. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un article que j'ai lu, qui est tiré en fait d'un livre qui s'appelle Gastro-entérologie, qui date de 1956. Et c'est un article très intéressant qui parle du côté psychologique de la rectocolite hémorragique. Donc dans cet article, les chercheurs rapportent les résultats de leurs enquêtes, rapportent les résultats qu'ils ont eus avec certains de leurs patients donc atteints de rectocolite hémorragique, et ils en ont tiré en fait un trait de personnalité générale des personnes atteintes de cette maladie. Donc ils ont retenu 4 choses principalement qui expliquent pourquoi une personne va être atteinte de rectocolite hémorragique et pas une autre. Alors le premier point, c'est qu'ils ont déterminé certains traits de personnalité qui rendent ces personnes plus vulnérables à développer la maladie. Et on va en parler dans quelques instants, quels sont ces traits de personnalité. Le deuxième point, c'est que ces personnes vont déclarer la maladie après un conflit qui menace leur sécurité affective avec leur entourage proche. Leur troisième observation, c'est que la maladie se déclare 24 à 48 heures après un conflit qui humilie ou en cas de succession d'offenses mineures de même nature. C'est-à-dire c'est soit un conflit aigu, un conflit qui se passe une fois, soit c'est une succession de petites humiliations dans la vie du malade dont il ne peut se sortir. Et le quatrième point, c'est que la personne, au lieu d'extérioriser ce conflit, ne répond pas, l'intériorise et fait comme si ça ne l'avait pas atteint. Donc maintenant, je vais citer quelques extraits. Donc si vous êtes atteint de la rectocolite hémorragique, je vous conseille d'écouter cette vidéo en entier, d'aller lire l'article que j'ai traduit en français, puisque c'est un article à l'origine en anglais. Donc je l'ai traduit en français sur mon blog, sur mon site internet. Je mettrai le lien dans les commentaires sous la vidéo. Alors vous allez voir que la description du type de personnalité atteinte de cette maladie est assez franche et abrupte. Donc attention, si vous êtes sensible, vous pourriez mal le prendre. Alors évidemment, moi je ne fais que citer l'article. Et justement, si ce que je vais citer de l'article vous vexe, c'est peut-être justement que ça vous atteint parce que vous sentez au fond de vous que oui, vous avez ces traits de personnalité. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire de changer de personnalité, parce qu'on a la personnalité qu'on a à cause de notre vécu. Généralement, c'est la façon dont on s'est construit dans notre enfance. Donc, le but, ça va pas être de vous forcer à changer votre personnalité, mais le but, ça va être surtout de réussir à extérioriser. Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est d'extérioriser vos sentiments et d'arrêter de les intérioriser. Bon, ça, de toute façon, on va le voir avec les citations que je vais faire de cet article, mais voilà, moi, c'est quelque chose que je conseille, notamment dans mon cours « Comment régénérer son intestin ». J'ai une partie de mon cours où je parle des émotions et de comment les gérer. En fait, ce qui va rendre malade, c'est pas les émotions en elles-mêmes, c'est notre façon de les gérer. Et en général, ce qui rend malade, c'est quand on ne les exprime pas, quand on les ravale. Donc que ce soit l'émotion de la colère, l'émotion de la tristesse, l'émotion de la peur, de l'anxiété, du stress, l'émotion de l'humiliation, comme on va le voir maintenant, toutes ces émotions-là doivent être extériorisées. Une émotion, comme son nom l'indique, en fait, l'étymologie d'émotion, c'est quelque chose qui bouge. L'émotion doit circuler. Si elle reste bloquée dans votre corps, c'est là qu'il va y avoir des problèmes de santé. Donc, sur ce, je vais commencer à vous citer certaines parties de l'article. Donc, au début de cet article, il nous explique ce qu'est la rectocolite hémorragique. Ils nous disent la rectocolite hémorragique, c'est une maladie organique grave du côlon qui est considérée comme le résultat d'un conflit émotionnel spécifique, survenant de préférence chez des individus qui se caractérisent par certains traits de leur structure de personnalité qui semblent les rendre plus vulnérables au traumatisme émotionnel dans leurs relations interpersonnelles. Donc voilà, comme je le disais, c'est certains types de personnalités qui vont être plus susceptibles de développer cette maladie. Alors les auteurs soulignent l'importance de l'aspect psychologique dans la maladie, mais ils ne nient pas non plus le fait qu'il puisse y avoir une origine organique, vraiment physique à la maladie.
Ils vont dire qu'en général, il y a quasiment toujours un aspect psychologique, mais ça peut se combiner avec des blessures physiques. Comme on le disait tout à l'heure, ça peut être un empoisonnement chimique, par exemple. Donc là, je cite une autre partie de l'article qui dit « La question de savoir si les situations conflictuelles émotionnelles sont en elles-mêmes responsables de toute crise de rectocolite hémorragique ou si elles ne sont qu'un facteur déclenchant lorsqu'elles se produisent en même temps qu'un agent organique inconnu est sujet de débat. Mais dans l'ensemble, le concept selon lequel la rectocolite hémorragique est un trouble psychogène reste invaincu. » Ensuite, je continue de citer, ils disent « La théorie psychosomatique de l'éthologie de la rectocolite hémorragique peut être formulée comme suit. Premièrement, certains individus possèdent dans leur structure de personnalité un noyau de caractéristiques, en partie hérité, en partie développé sous l'influence de certaines situations de jeunesse, qui les rendent plus vulnérables que d'autres à certains types de conflits interhumains qui menacent leur sécurité affective, surtout si ces conflits surviennent avec des personnes clés dans leur entourage proche, parents, beaux-parents, frères ou sœurs, conjoints, enseignants, employeurs, collègues, voisins, etc. Dans des cas aigus, la maladie se déclare après une période de latence n'excédant pas 24 ou 48 heures après qu'un tel individu a rencontré un conflit qui se caractérise par une offense grossière, généralement verbale, une humiliation, souvent en présence des autres, ce qui blesse l'amour-propre du patient et le laisse vaincu et humilié. Souvent, cette offense grossière fait référence à l'infériorité de l'individu concernant sa fonction sexuelle. Troisièmement, indépendamment du fait que les sentiments d'humiliation et de défaite soient conscients ou non, le traumatisme émotionnel n'est pas déchargé extérieurement par des pleurs, la parole ou l'action. En d'autres termes, l'individu ne répond pas, que ce soit par un comportement agressif ou défensif adéquat ou pathologique, dirigé vers l'extérieur. Cette inhibition d'une décharge comportementale convertit le traumatisme interhumain externe en une situation conflictuelle interne. C'est ce conflit émotionnel au sein de l'individu qui produit les modifications de la muqueuse colique responsable des signes cliniques et pathologiques de la maladie. Donc premièrement, les personnes atteintes de cette maladie ont en général un certain type de personnalité qui va les rendre, deuxièmement, susceptibles à cette maladie en présence d'un conflit qui induit en général une forte humiliation. Et troisièmement, ce conflit et ce sentiment d'humiliation vont être intériorisés au lieu d'être extériorisés. Alors maintenant, je vais vous lire la partie où ils décrivent le type de personnalité des malades. Donc là, attention, c'est la partie qui pourrait vous vexer. Mais justement, si ça vous vexe, posez-vous la question, c'est que peut-être vous savez que c'est la vérité, ou au moins en tout cas en partie. Mais écoutez bien, parce que justement, si vous vous reconnaissez dans ce genre de personnalité, ça va vous permettre de mieux vous comprendre et de mieux comprendre votre maladie. Alors je cite, « Les chercheurs formés en psychiatrie sont frappés par l'immaturité émotionnelle, la dépendance, la sensibilité, l'égocentrisme et l'anxiété névrotique de ces patients. Cependant, la structure de la personnalité des patients abrite également des caractéristiques plus saines. Plusieurs d'entre eux présentent des traits de caractère de valeur sociale, pourvu que les circonstances extérieures soient favorables. Dans un cadre harmonieux, beaucoup d'entre eux sont des causeurs actifs, sociables et vivants, vifs, avec un bon sens de l'humour. Souvent, ils ont un bon goût artistique et sont des travailleurs consciencieux et ordonnés. Cependant, des circonstances difficiles créent facilement une situation à laquelle ils réagissent par un comportement névrotique qui met ainsi en évidence les traits névrotiques sous-jacents de la personnalité. Les patients sont sensibles, voire hypersensibles. Un aspect positif de ceci est que certains d'entre eux sont capables d'expériences artistiques. D'autre part, cette hypersensibilité, très névrotique non spécifique en soi, rend ces sujets plus vulnérables face à des situations de vie difficiles. Ils ne peuvent pas se remettre d'un traitement dur et se sentent facilement offensés, même si cela est souvent nié consciemment. Du point de vue psychiatrique, ce sont des personnalités infantiles. Cela signifie entre autres qu'ils sont principalement dépendants et passifs. Ils ont soif d'affection, de sympathie, d'admiration et de protection, sans donner eux-mêmes beaucoup d'amour et de soutien aux autres. Ces caractéristiques passives sont, chez certains, en particulier les patients de sexe masculin, plus ou moins couvertes par une attitude d'indépendance ou même de vantardise, à l'imitation d'autres personnes, plutôt qu'en raison de leur propre stabilité. Il n'est pas rare que cette tendance à se donner en spectacle les conduise à un conflit plus grave que ce qu'ils peuvent supporter. Dans une telle situation, la dépendance réelle apparaît rapidement. D'autres patients choisissent la voie de la moindre résistance et évitent ou se retirent des situations interpersonnelles qui pourraient impliquer la lutte et la compétition. Les patients sont égocentriques, ce qui relève aussi d'un infantilisme émotionnel. La sphère de leurs intérêts affectifs dépasse rarement celle de la famille, des parents et de quelques amis.
Contrairement à ce que l'on trouve chez les ulcéreux et les hypertendus, ces patients sont rarement des membres éminents ou actifs de clubs ou de sociétés. Lindman a souligné que les patients atteints de rectocolite hémorragique dépendent pour la satisfaction de leurs relations interpersonnelles de quelques personnes clés, sans l'affection et la protection desquelles ils ne peuvent pas vivre. Si quelque chose les prive de l'amour et du soutien d'une de ces personnes, ils en ont très peu d'autres sur qui ils peuvent compter. Bien qu'ils puissent revendiquer de vagues idéaux humanitaires, également une expression de pseudo-indépendance, ce ne sont pratiquement que des paroles en l'air. Peu de ces idéaux sont mis en pratique dans la réalité. Cela peut aller jusqu'au point où ils prêchent l'honnêteté et la loyauté, mais n'hésitent pas à mentir quand cela convient à leur objectif de recherche de sécurité. Leur attitude envers la valeur de leur propre personnalité est hésitante et incertaine. Plusieurs d'entre eux s'efforcent consciemment d'être gentils, bons ou modestes, alors qu'en les observant de plus près, ils apparaissent vaniteux, égoïstes et extrêmement susceptibles. Beaucoup d'entre eux nourrissent, sous une apparence de pseudo-indépendance, des sentiments marqués d'inadéquation. Souvent, ils avouent souffrir de sentiments d'infériorité. À d'autres égards, cependant, ils sont très satisfaits d'eux-mêmes. Du fait de cette attitude incertaine, le comportement de certains de nos patients a alterné des manifestations d'affirmation de soi ostentatoire et de vanité dans un environnement favorable, à des manifestations d'inadéquation et de dépendance dans une situation plus difficile. Certains traits de caractère mesquins, essentiellement financiers, sont fréquents chez ces patients. Ils n'aiment pas les expressions vulgaires ou obscènes dans la conversation. Ils détestent les mots grossiers et les plaisanteries vulgaires. La tendance à la propreté se manifeste souvent dans l'habillement et le choix des vêtements. On reconnaît souvent un patient atteint de colite dans le service à la façon dont il porte son pyjama. Même au lit, le patient porte une fleur, une broche, un mouchoir ou un foulard soigneusement choisi et ajusté. Certains d'entre eux ont le sens de la mode vestimentaire. Leur attention se confond souvent avec la méticulosité. Dans le choix de leurs amis ou de leurs connaissances, ils essayent souvent de s'associer à des personnes d'un rang social plus élevé, acquérant ainsi un cachet de distinction et de respectabilité. La plupart des patients ont un grand sens de la propreté. Les femmes sont compulsives et consciencieuses dans l'accomplissement de leurs tâches domestiques et dans l'entretien de leur mobilier. Souvent, elles poursuivent longtemps leurs travaux ménagers, même si la maladie a considérablement entamé leur force. Chez l'homme, une certaine pseudo-virilité peut recouvrir ou non la même propreté ménagère féminine. Groen, en décrivant les patients atteints de rectocolite hémorragique, a noté un manque de tendance agressive dans leur comportement. Lors d'enquêtes ultérieures, il est devenu évident que les patients sont intérieurement souvent pleins de ressentiments et d'agressivité qui ne sont que mal déguisés sous un comportement apparemment non agressif. Ils ont peur cependant d'agir ou même de montrer leur agressivité, de peur de créer une situation dangereuse pour eux-mêmes. Chez certains patients, leur tendance à feindre l'indépendance a conduit à une tentative occasionnelle de comportement agressif. Cependant, dès qu'ils rencontraient de la résistance, en particulier de la part d'un adversaire puissant, ils cédaient. Certains patients ont trouvé un exutoire sûr à leur agressivité sous la forme de commérage. Un trait caractéristique était qu'ils n'attaquaient presque jamais directement un adversaire, mais essayaient de le faire par l'intermédiaire d'une figure autoritaire et en même temps protectrice. Cette forme de désir enfantin de rester protégé et de voir une figure autoritaire assumer le rôle agressif est étonnamment différente des tendances compétitives ou agressives que nous avons trouvées dans le schéma de personnalité de nos patients souffrant d'ulcères peptiques ou d'hypertension. Les patients présentent un trouble névrotique de leur développement psychosexuel. Ils ont souvent une conception exagérée, idéaliste, parfois naïve et infantile de l'amour. La perte de libido ou l'impuissance survient fréquemment chez les patients masculins sous l'influence d'un trouble émotionnel. Les patientes, si elles sont mariées, éprouvent rarement un orgasme normal. La frigidité précédant le début de la maladie est très fréquente. Pour plus de détails, là je vous ai pas tout cité, donc pour plus de détails, allez lire mon article qui est sur mon blog. Encore une fois, le lien est dans les commentaires sous la vidéo. Et maintenant, je vais vous citer une partie de l'article où il parle donc de la personnalité des malades une fois qu'ils sont malades, donc ces traits de personnalité qui ont tendance à s'aggraver avec la maladie. La tendance à la dépendance déjà présente chez ces patients est fortement accentuée par la maladie. Comme leur personnalité était déjà faiblement intégrée, ils peuvent difficilement s'adapter à la maladie de manière constructive. Leur régression peut devenir si marquée que l'exigence égoïste, l'hypersensibilité et l'incapacité à s'adapter à la situation d'hospitalisation leur font perdre la sympathie du personnel médical et soignant. Une fois qu'ils en prennent conscience, cela a à nouveau une influence défavorable sur leur état mental et par là sur leurs conditions physiques. De même, c'est un coup dur pour eux si le médecin, au lieu de les protéger, leur fait ressentir son dédain pour leur comportement névrotique ou si une infirmière fait une remarque désobligeante. Alors ensuite, là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont observé plusieurs malades qui avaient une fistule abdominale, c'est-à-dire un trou par lequel sortait leur côlon.
Donc ils pouvaient observer leur côlon en direct, hein, sous leurs yeux, et observer l'évolution de leur côlon selon les conversations que les médecins avaient avec les patients. Donc ils ont observé que quand le patient se trouvait dans une situation qui provoquait une peur ou un abattement, c'était associé à un hypofonctionnement du gros intestin avec pâleur, relaxation, absence d'activité contractile et concentration relativement faible de lysosome dans les sécrétions coliques. Donc ça veut dire que en cas de peur ou d'abattement, ce genre de sentiment, d'émotion liées à la déprime, à la dépression et à la peur, ça entraîne comme une paralysie du côlon. Quand ils disent que le gros intestin devient pâle, c'est parce que il se vide entre guillemets de son sang. Il va être moins irrigué. Il va se relaxer, ce qui est positif dans un sens, mais en fait il se relaxe trop, il n'y a plus d'activité contractile, et donc ça peut entraîner des symptômes comme la constipation par exemple. Par contre, les situations qui provoquent des conflits avec des sentiments de colère, de ressentiment, d'hostilité ou d'anxiété ou d'appréhension étaient associées à un hyperfonctionnement du côlon, c'est-à-dire une activité contractile accrue avec un raccourcissement et un rétrécissement de la lumière du côlon, une hypermotilité et une hypersécrétion de lysozyme. Donc, c'est-à-dire que là, ça allait au contraire vers des symptômes de diarrhée. Une sécrétion muqueuse épaisse et tenace est produite en cas de colère et de ressentiment, tandis qu'une sécrétion plus fine et plus aqueuse est associée à des périodes de relative tranquillité, de calme et de sécurité. L'hyperfonctionnement péristaltique et tonique soutenu s'est accompagné chez 2 sujets d'une hyperémie intense, c'est-à-dire un afflux de sang, et de l'apparition de lésions, et chez 3 sujets d'une augmentation de la fragilité de la muqueuse. Chez un sujet atteint de rectocolite hémorragique, on a observé des érosions et des ulcérations de la muqueuse survenant pendant une période de conflit soutenu avec des sentiments d'hostilité et de frustration. Ces lésions ont disparu au cours d'une période sans conflit grave. Ensuite, ils ont noté que quand le patient était dans une pièce en silence avec un médecin qui observait son côlon mais sans rien dire, ça stressait le patient et ça faisait que son côlon se contractait, devenait progressivement plus rouge et qu'il y avait une augmentation de sécrétion de mucus. Et après, quand le médecin et le patient se mettaient à parler de divers sujets, là aussi ils observaient des changements au niveau du côlon. Quand le patient parlait de sa maladie, se plaignait de sa maladie, son côlon se relaxait, il était moins injecté de sang, donc ça allait mieux. Quand il parlait de ses loisirs ou quand il se vantait de certaines choses dans sa vie, là c'est pareil, ça avait un effet relaxant sur son côlon. Par contre, quand ils abordaient des sujets du type le travail, la compétitivité au travail, son père, le chirurgien qui l'avait opéré, qui l'avait raté, ou son aventure avec une fille dans l'usine dans laquelle il travaillait, avec qui il avait eu une relation amoureuse secrète et qui s'était fait surprendre et que ça avait été la honte, là, son côlon, pareil, se rétractait, s'injectait de sang, il produisait plus de mucus et aussi il évacuait son contenu. Et là, je cite, « Il est intéressant de mentionner une hyperémie marquée et une contraction de l'intestin lorsqu'il a raconté qu'il avait été surpris par un policier alors qu'il se trouvait dans un endroit caché avec la jeune fille et qu'il avait rompu sa relation avec elle après que leur liaison ait été découverte et qu'il ait été ridiculisé en raison de son statut social et culturel inférieur. Sa maladie s'est déclarée à peu près au moment où cela s'est produit. » Donc là, on a à nouveau ce sentiment de honte, d'humiliation qu'a subi le patient. Et là, ensuite, dans cette partie de l'article, il parle des améliorations trouvées grâce à la psychothérapie. Des améliorations conduisant parfois à des guérisons cliniques ont été observées se produire spontanément lorsque la situation de vie du patient s'améliorait. Un certain nombre de patients s'améliorent après une forme de psychothérapie de soutien qui se caractérise par une écoute sympathique et l'apport constant de soins, de protection, de sympathie et d'appréciation lors d'entretiens fréquents, de préférence tous les jours. Le pourcentage de résultats favorables est du même ordre de grandeur que celui revendiqué pour les diverses méthodes médicales ou chirurgicales actuellement couramment utilisées. Donc ce dont ces patients ont besoin, c'est surtout d'un soutien émotionnel, d'une compréhension et d'une protection de la part des personnes qui les entourent et du médecin ou du personnel soignant. Et aussi ils disent que les patients qu'ils ont observés et qui ne prenaient aucun médicament mais qui bénéficiaient juste d'un suivi thérapeutique, guérissaient sans médicaments, sans aide médicale, sans chirurgie, ni rien. Juste, il leur donnait il leur faisait des transfusions de sang si nécessaire, il les réhydratait,
et il leur conseillait une bonne alimentation, mais c'est tout ce qu'ils avaient fait. Et juste en faisant ça, ils avaient en général du succès. Par contre, ils disent que si aucun facteur psychogène n'était en jeu, la psychothérapie pure aurait eu moins d'effet que le traitement organique. C'est-à-dire qu'un pourcentage élevé des malades de rectocolite hémorragique, leur déclencheur c'est émotionnel, mais chez certains ça va pas être émotionnel, et si c'est pas émotionnel, la psychothérapie n'aura pas vraiment d'effet, et ce sera plutôt un traitement organique comme ils disent, qui va les aider. Et ils disent aussi que la finalité de la psychothérapie, c'est pas forcément de découvrir à tout prix le conflit qui a causé la maladie, mais c'est surtout d'accompagner le malade. En fait, de trouver le conflit originel, c'est pas aussi important que vraiment l'accompagnement et le soutien émotionnel du malade pendant sa guérison. Voilà, donc là c'était un petit résumé que je vous ai fait de cet article, mais n'hésitez pas à aller le lire en entier si vous êtes concerné, si vous avez cette maladie ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a. Moi je trouve ça vraiment intéressant de prendre en compte l'aspect psychologique, parce que je vois que c'est très souvent le cas, hein. La plupart des gens, ils ont besoin, oui, de faire attention à leur alimentation, de rééquilibrer leur alimentation. Ils ont besoin, oui, de faire tout ce qu'il faut pour la détox, donc tout ce qui est de l'ordre physique, hein, du corps, de l'alimentation, etc., c'est important. Mais le côté psychologique, c'est au moins aussi important que le reste. Donc voilà, c'est ce que je voulais démontrer dans cette vidéo. Encore une fois, allez lire l'article pour plus de détails. Je ferai certainement d'autres vidéos sur ce sujet, sur le côté psychosomatique des maladies. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!